Alors, me demander quel est mon tailleur préféré. Alors ça, c'est une question auquel je peux pas répondre. D'abord, parce que j'ai, comment dire, j'ai des amis partout dans le monde de l'art tailleur. Je respecte et j'aime et je vénère même certains d'entre eux. C'est des copains. On a fait ce fameux dîner de tailleur à Rome. C'était au mois de décembre, le 4 décembre. Juste, on devait le faire à Paris initialement. On l'a fait à Rome parce qu'il y avait la grève le 5 décembre. Donc c'était impossible pour nous de... Je le regrette d'ailleurs, on aurait dû le faire au Bain-Douche à Paris, l'hôtel, vous savez, cet hôtel, qui était cette boîte de nuit très célèbre, puis qui a fermé, qui a été réouverte. Le propriétaire Jean-Pierre Marois, que je connais, bonjour Jean-Pierre, a fait ce qu'il fallait, donc c'est redevenu un lieu complètement incroyable, et l'hôtel est formidable. D'ailleurs, au passage, je vous le dis, c'est absolument sublime, et on avait pour projet de faire cette soirée avec les 25, pas les plus grands tailleurs, mais 25 tailleurs iconiques. Mais pour des raisons évidentes, on ne pouvait pas se permettre de prendre un risque d'avoir 25 personnalités comme ça bloquées à Paris pour des raisons de grève. Donc on l'a fait à Rome, dans un très bel hôtel aussi, qui est l'hôtel de la ville, qui est un des plus vieux hôtels de Rome, qui fait partie du groupe Roccoforte, je crois. Et donc voilà, je peux pas dire quels sont mes préférés. Bon, j'ai des tailleurs historiques, vous le savez, Cifonelli, donc qui a fait, je porte d'ailleurs encore un Cifonelli. Ça, c'est un costume de 2010, on raconte 10 ans déjà. Avec cette épaule très particulière. Lorenzo est un de mes amis, je peux le dire, Massimo, son cousin. Je connais bien la famille, je connais bien l'atelier, je connais bien tout le monde. Voilà, c'est, je sais pas, une quinzaine de costumes de chez eux maintenant. Avec cette école française de tailleur très structurée. Mais j'ai aussi découvert Gaetano, par exemple, à Loisio, à Rome, très grand tailleur, qui fait un travail formidable. J'ai eu l'occasion de l'interviewer d'ailleurs pour cette chaîne. Si vous n'avez pas vu cet épisode, c'est un très joli épisode. Enfin, je crois, je ne parle pas de la qualité de la réalisation ou ce qu'on fait nous, mais ce que lui dit est vraiment intéressant. Et j'aime aussi la Pirozzi, par exemple, à Naples, qui est une maison un petit peu moins connue, mais qui fait des costumes absolument sublimes. J'aime les Ciardi aussi à Naples. Enfin, je peux pas en prendre un. J'aime Joe Morgan en Angleterre, Michael Brown, je ne sais pas si on doit dire son élève, mais qui travaillait pour Joe Morgan. Donc voilà, je peux pas dire... Voilà, mais si je peux pas en sortir un du lot. Évidemment, Cifonelli, c'est mon tailleur historique, je les aime, c'est des gens formidables. Mais j'aime bien Aloisio, j'aime bien Morgan, j'aime bien Michael Brown, j'aime bien Pirozzi et tant d'autres. Alors, mon vin favori, alors ça c'est encore pire que les tailleurs parce que vous le savez peut-être pas, mais je suis un grand amateur de vin. C'est un sujet qui me passionne. Je collectionne un peu. J'habite dans le nord de la Bourgogne, mais je suis très intéressé par le vin de Bourgogne. Bon, si je peux pas prendre un vin en particulier, mais très clairement les vins qui me fascinent, qui m'intéressent, qui flattent mon palais, que j'aime servir à ma table, c'est des vins de Bourgogne, prioritairement. Côte de Nuit, Côte de Beaune, tout ce qui est autour de Beaune ou de Nuit-Saint-Georges m'intéresse. Les grands terroirs, les maisons, les domaines, on dit d'ailleurs en Bourgogne, exceptionnels. Bon, j'ai la chance d'avoir, pas un fournisseur, mais une maison un peu, avec qui j'entretiens des liens. C'est pas une maison, excusez-moi, un domaine avec lequel j'entretiens des liens. Je fais la distinction entre maison et domaine, c'est que maison, c'est des gens qui achètent du raisin, qui font leur vin. Domaine, c'est des gens qui possèdent leur vigne, voilà. Et le domaine d'Ossel Villa, Jean-Louis Patelli, qui est quelqu'un qu'on connaît bien, qui fait du vin exceptionnel. Bon, c'est un domaine, puisqu'il possède une dizaine d'hectares en Nuit-Saint-Georges et en Côte de Beaune. Donc, les vins que je préfère, c'est les grands pommards, c'est tout ce qui est autour de Beaune. J'aime particulièrement Savigny-les-Beaunes. J'aime bien sûr les Nuits-Saint-Georges. J'aime évidemment le Vosne romanée. Voilà, donc je suis très amateur de cette légèreté, de cette complexité, de cette façon de faire le vin qu'ont les Bourguignons. Ça ne veut pas dire que je ne bois que ça. J'aime aussi certains grands Bordeaux, bien que je sois de moins en moins amateur, mais je pense que c'est plus spirituellement. Je trouve que les Bourguignons font le métier, c'est presque encore une logique paysanne avec cette chose un peu fascinante. Bordeaux, c'est plus des entrepreneurs. Alors encore une fois, quand vous mettez un château Cheval Blanc ou un Mouton Rothschild ou même un Houm Arbuzet ou un Léoville Las Cases sur ma table, ou un Saint-Julien, j'aime beaucoup Saint-Julien quand même, je vais pas le refuser. Mais enfin,
Si je devais choisir une région, c'est clairement la Bourgogne. Je m'intéresse aussi un tout petit peu au vin espagnol. J'aime beaucoup la Bodega El Nido. Très difficile d'accès d'un point de vue tarifaire et d'un point de vue disponibilité. Mais son petit frère s'appelle le Clio, comme la voiture. Si vous avez la chance de tomber sur une bouteille de Clio, achetez-la. Bon, là, c'est autre chose. On est carrément dans un vin puissant, 16 degrés, etc. Mais c'est magnifique. Et j'aime aussi certains vins italiens, comme le Brunello de Montalcino, qui est ces vins de réserve, qui sont mis sur le marché, je crois, 5 ans après élevage. Magnifique, très intéressant, des vins de Toscane, donc. Et puis, j'ai découvert récemment des choses moins connues, mais qui m'intéressent beaucoup dans le Piémont, notamment ce cépage qui s'appelle Nebbiolo, et ce vin qui s'appelle Lessona, qui est du nom d'un village d'ailleurs, à côté de Biella. Donc voilà, je suis très intéressé par le vin, j'aime plutôt les vins rouges, donc allez, Pommard, Nuit Saint-Georges, Savigny-les-Beaunes, Vosne-Romanée, tout ça, ça me parle. Voilà, ou Beaune premier cru, tout ce qui tourne autour de la Bourgogne en rouge m'intéresse très fortement. Alors, mon parfum préféré, c'est une eau de toilette que j'utilise. En fait, c'est assez simple pour moi, parce que là, du coup, il n'y a pas de débat. J'en ai essayé beaucoup. Mon fils est un grand spécialiste du parfum, il adore ça, il est très fort sur le sujet, très passionné par ça d'ailleurs. Moi, je porte l'anarchiste de Caron. Alors, pour la petite histoire, l'anarchiste, c'est un nom de marque qui avait été déposé par Patrick Alès, qui nous a quittés, je crois, il y a 1 an ou 2 ans, qui était ce fameux coiffeur qui avait tous ses produits, je crois que ça s'appelait Phytosolba dans les pharmacies, Lierac, et voilà. Et il avait acheté Caron, qui est un espèce de fleuron de la parfumerie française. Et je crois qu'ils ont revendu depuis la marque, mais ça reste une espèce de... J'en parle d'ailleurs dans mon livre de Parisian Gentleman. Et l'anarchiste, pour moi, c'est l'archétype du parfum de niche, l'archétype du parfum distinctif, l'archétype du parfum, comment dire, presque d'artisan. J'aime ce parfum. C'est un peu chaotique au début. C'est une espèce de... D'ailleurs, si je me souviens bien, Greg avait écrit un article sur l'anarchiste de Caron pour Parisian Gentleman, et il avait appelé Ordo ab chaos, c'est-à-dire l'ordre vient du chaos. Et c'est vraiment ça, l'anarchiste. C'est un peu chaotique au début, c'est très complexe. Alors, je sais pas le décrire. Mon fils a enregistré un épisode qui parle de parfum. Je ne sais pas s'il sera diffusé avant ou après celui-ci, parce qu'on est dans une semaine complète de tournage pour une discussion sartoriale, mais il en parle avec beaucoup de pertinence. Donc, l'anarchiste de Caron, et puis l'été, quand il fait vraiment très chaud, il m'arrive 1 mois, 2 mois dans l'année de porter, toujours de chez Caron d'ailleurs, je suis très fidèle à cette maison, un parfum qui s'appelle Yuzu. Yuzu, vous savez, c'est le petit citron japonais, et j'adore. Enfin, c'est un parfum d'une fraîcheur extraordinaire. C'est subtil, c'est fin. Voilà, l'anarchiste de Caron donc pour 9 mois par an, et puis les 3 mois restants, Yuzu, toujours de chez Caron. Alors, mon sport préféré, là, c'est facile, c'est une question très simple pour moi, c'est le rugby. J'ai été élevé par mon père, mon papa, qui nous a quittés il y a très, très peu de temps. Il m'a, pour nous, le jour... Alors, à l'époque, c'était le tournoi des 5 nations quand j'étais gamin. Et mon père m'a toujours, donné le goût de ce sport. J'ai pratiqué le rugby, j'étais demi d'ouverture, numéro 10. J'étais jeune, j'étais bon, j'étais assez doué, je sentais ce sport, cette espèce de mélange de combat, d'engagement, de stratégie, de technique, d'intelligence. Je trouve que c'est un des sports les plus intéressants, surtout pour les gamins, quoi. C'est un sport c'est une vraie école de vie, quoi. À l'époque où moi je jouais, c'était encore du rugby amateur, même l'équipe de France, c'était des amateurs. Et il n'y avait pas beaucoup d'argent dans ce sport. D'ailleurs, j'ai réécouté récemment un podcast de Daniel Herrero, vous savez, ce type complètement incroyable, ce mec, je crois qu'il est toulonnais, cette espèce de philosophe qui s'indignait devant le rugby moderne, qui est un rugby pick and go, c'est-à-dire je prends la balle, je contacte, je prends la balle, je percute, je passe derrière, je prends la balle. À mon époque, c'était plus un sport d'intelligence, un sport, d'improvisation. C'est comment se comporter dans un environnement complètement incertain et difficile. C'est un sport d'une rudesse incroyable, c'est dur, c'est difficile, c'est épuisant, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Et puis surtout, il y a une fraternité autour de ça. Voilà. Donc je suis un fan de rugby, je suis
Je peux vous parler de matchs depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, de joueurs. C'était couvert de posters dans ma chambre. Voilà, pour moi, c'est plus qu'une passion, c'est ma deuxième religion. Quelle est ma ville préférée? Alors, bon, je suis connu comme le Parisian gentleman. J'ai habité à Paris 37 ans. Je suis un gars de la rive gauche plutôt. J'ai habité beaucoup dans le 5e. Place Maubert, boulevard Saint-Germain, rue Galande, tout ça c'est là où c'est mon coin, quoi. Et je suis vraiment plus attiré par la rive gauche. Donc Paris reste, comment dire, une ville extraordinaire, même si quand même on a quitté Paris avec Sonia en 2012 pour s'installer à Amsterdam, une ville fantastique. Je rêvais d'habiter à Amsterdam, donc j'ai réalisé mon rêve. Pendant 2 ans, on a habité à Amsterdam sur une petite île sur les canaux qui s'appelle Prinsen Island. Formidable petite ville, extrêmement sûre, pas de problème de sécurité à Amsterdam. On a quitté Paris parce que Paris devenait compliqué. Moi, je pense que c'est un problème d'âge. J'arrivais à un âge où j'en avais marre d'être 2 heures par jour dans les embouteillages, j'en avais marre de payer 1 000 € pour 3 parkings, j'en avais marre de toutes ces choses-là. Et c'est vrai que avec le métier qu'on fait aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de Parisian Gentleman, avec nos chaînes YouTube, après tout, on n'a pas besoin forcément de vivre à Paris, on peut être complètement délocalisé. Donc c'est ce qu'on a fait, on s'est installé à 1h30 de Paris par le train, dans le nord de la Bourgogne, à côté de Chablis. Et on est très heureux. Enfin, Paris reste pour moi une référence, évidemment, c'est absolument inimitable. Donc Paris-Amsterdam. Et puis on a, comment dire, une espèce de tendresse un peu particulière pour Madrid aussi, parce que Madrid, on a failli s'installer d'ailleurs à Madrid. Madrid est une ville très sympathique, très relax, il y a très peu de criminalité à Madrid, et surtout les gens sont extrêmement sympas, ils adorent sortir, aller au restaurant, etc. Vous savez, le mode de vie à l'espagnol nous convenait bien. Donc j'aime beaucoup Madrid. Et puis, comment ne pas citer New York également, parce que bon, évidemment, il y a des choses, des points positifs et des points négatifs. Enfin, New York reste quand même une ville complètement fascinante, et on l'aime avec Sonia pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on marche beaucoup à New York. Si vous êtes dans Manhattan et que vous avez différents rendez-vous, et si vous êtes en forme, vous avez envie de faire un peu d'exercice, et ben, moi j'adore marcher dans New York, quand je suis sur Madison, quand je vais marcher près de Central Park avec Sonia, on fait des grandes marches pour aller d'un rendez-vous à un autre, et on aime cette espèce la mixité de culture à New York, cette espèce d'ambiance complètement hors du temps. C'est une ville très particulière qu'on aime beaucoup, voilà. Surtout pour les gens, et cette espèce d'ambiance vraiment multiculturelle. On rencontre de tout à New York, et c'est complètement fascinant. Donc voilà, Paris, Amsterdam, Madrid, New York, rien de bien original, mais voilà les villes où j'aimerais vivre. Et j'ai beaucoup vécu à Paris, j'ai vécu déjà à Amsterdam. On vivra peut-être un jour à Madrid et peut-être même à New York. Alors là, pareil, je ne peux pas prendre un film, c'est impossible, mais je dirais que tout le travail de Frank Capra, Âge d'or d'Hollywood, dans New York, Miami en 1936, Meet John Doe, comment on dit en français? L'homme de la rue, je crois que c'est la définition, c'est la traduction. Gary Cooper et Barbara Stanwyck en 39, je crois, ou juste avant l'engagement des Américains dans la guerre 41. La vie est belle, It's a Wonderful Life, qui est diffusée chaque Noël sur toutes les télévisions américaines, avec Jimmy Stewart, évidemment. Donc voilà, pour moi, on n'a quand même pas fait beaucoup mieux que Capra. Alors évidemment, c'est un cinéma, d'une autre époque, mais c'est un cinéma qui avait cette conviction que le cinéma pouvait changer le monde. Bon, évidemment, c'est un cinéma, extrêmement, c'est un cinéma de bons sentiments, mais avec des vraies choses, quoi. L'homme de la rue, c'est cette histoire de cet inconnu qui dit je m'élève contre l'injustice de ce monde, et pour le prouver, je vais me jeter du 10e étage d'un gratte-ciel. Et en fait, on s'aperçoit que tout ça, c'est une lettre qui a été inventée par une fille du courrier des lecteurs, mais ça déclenche. Parce qu'à l'époque, on envoyait des courriers de lecteurs aux journaux. Et donc, c'est l'histoire de ce personnage interprété par Gary Cooper, qui est absolument immense dans ce film. Et donc, on s'aperçoit que c'était
c'était une fausse lettre, mais en fait, comme tout le monde s'y intéresse, ils ont été obligés ils se sont dit, il va falloir qu'on en crée un, le fameux John Doe qui devait se suicider pour dénoncer les injustices de ce monde. Et ils recrutent donc Gary Cooper, qui était un peu clochard, ou en tout cas, qui était un garçon qui vivait dans la rue. C'est une histoire formidable, voilà. J'adore cette idée que Frank Capra avait, qui est le cinéma peut changer le monde. Le cinéma avait à l'époque, là encore un peu, mais c'est un peu différent aujourd'hui. Pour autant, donc Frank Capra, pour moi, reste une œuvre monstrueuse. Tous ces films, New York, Miami, La vie est belle, L'homme de la rue, et toutes ces choses, comment dire, ces films, Arsenic et vieille dentelle, qui est un truc un peu plus comédie, mais qui est magique, Vous l'emporterez pas avec vous, tout ça avec Jimmy Stewart, et Gary Cooper, et Clark Gable, et Claudette Colbert, et Jean Arthur, et Barbara Stanwyck. Voilà, là on est pour moi au sommet de ce que le cinéma a donné dans ce dernier siècle. Alors, quel est mon plat préféré? Demander ça à un Français, comment dire, c'est complexe parce que moi, d'abord, j'aime beaucoup la cuisine. J'ai équipé ma maison d'un fourneau Lacanche. Je roule en Fiat 500, mais j'ai un fourneau Lacanche. Et on peut pas tout faire dans la vie. Qui est un fourneau qui est fait en Bourgogne et qui est absolument magnifique. Vous savez qu'on habite dans le nord de la Bourgogne, et Lacanche, c'est le nom d'un petit village. Et on s'est payé le luxe d'avoir, on appelle ça un piano de cuisson, parce que c'est quelque chose d'assez conséquent. C'est très beau, et surtout, ça fait une vraie différence en termes de nourriture. Alors, mon plat préféré, si je dois aller au restaurant, j'ai mangé des trucs exceptionnels dans ma vie, j'ai eu la chance. J'ai un souvenir très très précis, très particulier. Je suis un grand fan d'huîtres. Et avec Sonia, je crois le premier dîner auquel je l'ai invitée, quand on s'est rencontrés, j'étais chez Hélène Darroze à Paris. Et alors Hélène Darroze, elle avait 2 étoiles, je crois, à l'époque, Michelin. Maintenant, elle en a 1 étoile à Paris, et elle est aussi au Connaught Hotel dans Mayfair à Londres. Et elle a 2 étoiles là-bas. Et elle fait une entrée qui s'appelle, je crois, un tartare d'huîtres dans une gelée de caviar. Alors ça a l'air un peu snob comme ça, mais alors c'est vraiment une expérience culinaire absolument incroyable. Avec cette, faut aimer l'huître, hein, bien sûr, faut aimer le goût de la mer, l'iode. J'adore les huîtres. Et donc on avait goûté ça ensemble dans un repas gastronomique chez Hélène Darroze, et c'était absolument extraordinaire. L'huître explose littéralement dans votre bouche. Voilà, donc c'est probablement l'un des plats qui m'a le plus marqué dans ma vie. Bon, évidemment, c'était le début de mon histoire d'amour avec Sonia, ça fait longtemps maintenant, mais c'est resté très vivace, tous les deux dans notre esprit. Après, pour les plats que j'aime moi cuisiner, ou qu'on aime nous cuisiner d'ailleurs, moi je suis assez classique, hein, je viens d'une famille française traditionnelle, donc j'adore beaucoup de choses, mais c'est vrai que j'aime particulièrement faire le pot-au-feu. Je le fais donc dans mon fourneau Lacanche, enfin sur mon fourneau Lacanche, c'est-à-dire qu'il y a une plaque à mijoter. Je fais des pot-au-feu avec du temps. J'aime prendre le temps, 6 heures, 7 heures, parfois jusqu'à 10 heures de cuisson pour que la viande fonde dans la bouche. Voilà, le pot-au-feu. J'adore ça. C'est un plat génial parce que d'abord, ça coûte pas très cher. Deuxièmement, ça parfume toute la maison pendant toute la journée. Et puis le soir, on fait la soupe grasse. Et puis le lendemain, on en remange. C'est encore meilleur. Voilà. Donc pot-au-feu sans hésitation. Bon, évidemment, c'est un plat d'hiver. J'aime plein d'autres choses, évidemment. Mais si je devais en choisir un, je pense que je peux survivre simplement avec un pot-au-feu. Alors, je n'ai pas de dessert favori parce que je n'aime pas les desserts. Je peux manger une belle tarte au citron ou machin, mais je suis pas intéressé trop par les desserts. En revanche, en bon français, généralement je prends pas de dessert, mais alors je suis un fou de fromage, donc ce n'est pas très bon pour ma ligne. Mais mettez-moi un bon camembert, un bon Saint-Nectaire, voilà, là c'est ça mon dessert. Je préfère réserver mon estomac pour des grands fromages avec des grands vins. Voilà. Et ça me donne beaucoup plus de joie qu'un dessert.